d'intervenir maintenant, donc je vais lui laisser la place. Merci infiniment. Alors, un petit mot. Bonjour à tous. Moi, j'ai gardé mon masque parce que je n'aime pas trop. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Piat. Je suis intervenant. Je suis formateur maintenant et je suis aussi je suis intervenant, je suis formateur et je suis aussi diagnostiqué au centre expert de Créteil, donc en tant que, à l'époque, Asperger. Hein. Comme quelqu'un l'a précisé, je crois que c'était Monsieur Constant, depuis le DSM-5, cette entité clinique n'existe plus et aujourd'hui on parle d'autisme. Hein, et on reviendra un petit peu, en tout cas, au travers de ce que je dis, peut-être sur ces idées d'entités cliniques aussi qui sont importantes et qui peuvent avoir leur importance aussi. Hein. Donc je voudrais, voilà, je suis en général un peu négatif, hein, alors vous allez peut-être le remarquer, hein, on mettra ça sur la surgénéralisation d'expériences négatives ou quelque chose comme ça, mais voilà, donc j'ai précisé ce que la recherche m'a apporté en premier. Ensuite, je verrai moi, comment j'aimerais que la recherche tourne, et enfin, les points de vigilance qui me semblent importants aussi dans la recherche. Hein, j'en ai évoqué un tout à l'heure, hein, peut-être l'éthique au niveau du diagnostic in utero. Hein, voilà, j'aurais pu rajouter peut-être un peu militant, en tout cas, j'essaie. Hein, et pas militant de moi. Hein, voilà par exemple quelque chose qu'on pourrait balayer aujourd'hui. Hein, c'est par exemple de penser que les personnes autistes sont forcément, et je ne parle pas que de moi, parce que je suis intervenant auprès d'enfants autistes parfois sévères, sont forcément autocentrés. Hein, c'est pas quelque chose que je remarque tout le temps. Et c'est aussi, ça fait partie de la variabilité des personnes autistes. Donc bon, voilà, moi je suis plutôt formé à l'ABA. Hein, on a parlé de Teach, moi c'est l'ABA, hein, voilà. Et donc j'interviens en libéral chez des familles. Et j'ai écrit un livre, voilà, Guide du survie de la personne autiste, qui est quand même plutôt orienté pour les personnes, on va dire, de type Asperger, hein, pour reprendre, comme je disais, une entité qui n'existe plus maintenant, mais qui est très popularisée. Donc, en quoi la science m'a apporté ? Hein, c'est peut-être une question qui peut paraître... c'est la question qu'en tout cas qu'on m'a demandé de développer au départ. Et moi, ça ne sera pas qu'un témoignage, mais en tout cas, c'est la première chose. Et ce qu'elle m'a apporté en premier, c'est le diagnostic. Hein. Il y a 20 ans, des personnes comme moi n'étaient jamais diagnostiquées, hein, et même des personnes comme Joseph, hein, qui est quand même, on va dire, en tout cas dans les anciennes catégorie, on aurait pu le placer peut-être dans ce qu'on appelait les autistes de haut niveau, un autisme typique sans déficience intellectuelle. Et Joseph, par exemple, avait beaucoup de mal à avoir ce genre de diagnostic. Donc, il y a 20 ans, en tout cas, pour moi, c'était une vie sans travail, où je vivais plus ou moins avec mes parents régulièrement parce que je ne savais pas trop quoi faire, parce que j'arrivais pas à trouver ma place, parce que, comme je dis, l'autisme, quelqu'un le disait, au début c'était les enfants déjà, et en plus des enfants quand même qui avaient un certain fonctionnement très visible, du style se taper beaucoup se taper ou par exemple ne pas oraliser, par exemple, ça c'était quelque chose qu'on retrouvait dans l'autisme, hein. Et on peut d'ailleurs discuter aussi, hein, que l'entité clinique, est-ce qu'elle n'a pas été trop grande et du coup provoquer une hétérogénéité au sein de l'entité clinique, ça on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je ne cherchais pas forcément le diagnostic d'autisme, hein. Je cherchais à me comprendre. Hein. Et donc la plupart des personnes, comme moi, en tout cas moi, je me souviens, je me demandais ce qui clochait, qu'est-ce qui faisait que mes relations sociales étaient catastrophiques, que j'étais isolé. Donc comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes comme moi, on est passé par une errance diagnostique avec... plein de diagnostics et parfois des médicaments à la clé, hein, hélas, qui n'apportaient pas forcément de solution, en tout cas. Hein. Et du coup, le premier apport que je dirais, pour moi en tout cas, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, hein, de plus en plus précoce. Alors, je ne veux pas faire le contre-pied de Madame Bonnet-Brio, hein, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pêche avec le diagnostic précoce, pour moi, c'est absolument pas
le fait qu'on n'ait pas l'étiologie complète de l'autisme, enfin les causes de l'autisme. Ce qui ne fait pas, c'est qu'on n'y met pas les moyens. Je me souviens d'une étude il y a 5 ans du docteur Delorme sur les enfants à haut risque d'autisme, donc les frères et sœurs des personnes autistes, avec des éducateurs qui cotaient les signes de l'autisme. Eh bien, il y avait des personnes, à 6 mois, on pouvait savoir qu'elles étaient autistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on y mettait les moyens, alors peut-être pas tous les enfants à 6 mois, mais au moins tous les enfants à 18 mois devraient avoir un diagnostic. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est toujours en projet, et ça sera en projet, à mon avis, dans les encore 5 ans futurs. Je suis désolé d'être pessimiste, mais c'est ce que je vois sur le terrain, auprès des parents, parce que comme je suis intervenant, comme je fais partie d'associations de famille, je le vois. Donc, donc ça, je trouve que le diagnostic, c'est très bien, parce que ça m'a permis, et ça permet même aux parents aussi, de pouvoir avoir quelque chose. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, là. Alors moi, je ne vais pas être que pessimiste. Cette idée de forfait intervention précoce sans diagnostic, pré-diagnostic, c'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on est bien obligé de composer avec l'existant, il n'y a pas de diagnostic. Donc, on peut quand même mettre des choses en place. Alors, pourquoi pas Denver, Teach, je ne sais pas. Mais voilà, ce chose-là, c'est très important. Et du coup, le diagnostic, il ne devrait pas se résumer à Monsieur Pia, vous êtes Asperger, repartez chez vous. Et c'est souvent comme ça. Alors, quand c'est en libéral, c'est évident. Quand c'est en structure, quand c'est en centre, etc., on attend plus. Mais après, on sait bien, et je le sais, que des personnes autistes beaucoup plus sévères n'ont pas plus que moi. J'essaye pas ou des personnes bipolaires qui n'ont pas forcément non plus un accompagnement de qualité. Voilà. Mais voilà. Donc, il faudrait aussi faire une évaluation aussi complète de la personne qui, au sortir, pour avoir une évaluation somatique, une évaluation cognitive, est-ce qu'elle a des comorbidités, de l'anxiété, des troubles 10, on n'appelle plus ça comme ça, mais troubles de coordination, des fonctions exécutives déficientes, une évaluation de sa communication, une évaluation psychologique aussi, on en a parlé, une évaluation sensorielle, ça serait bien que dans tous les... Alors, on va me dire... Les CRA ne peuvent pas faire ça, ils ont déjà un an d'attente. Alors là, avec ça, je vais leur en mettre 10. mais voilà. Et une évaluation des besoins et des envies. Et ça, je trouve par contre qu'on en parle un peu plus quand même. On voit les recours. Alors, je ne sais pas si certains ont lu les recommandations adultes de la HAS. On voit quand même... Alors, est-ce que c'est le cas dans la réalité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le papier, c'est bien marqué l'autodétermination de la personne. Donc moi, ce que ça m'a apporté, du coup, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai fait un groupe d'habilité sociale qui m'a permis d'évoluer. Et je voudrais aussi dire que les habilités sociales, ça ne doit pas être réservé qu'aux personnes de haut niveau. On peut faire des habilités sociales. Et là, par exemple, jeudi, je fais une formation en UEMA et en UEA. On parlera habilité sociale des personnes qui ne sont pas forcément orales. Donc voilà, un travail sur les communications et les interactions. Et puis la partie remédiation cognitive qui m'a franchement bien servi. Et aujourd'hui, j'ai un suivi ergo au CRPS 45, qui est un centre de ressources qu'on peut... je ne sais pas si vous connaissez Franck Alexandre, je crois qu'il s'appelle comme ça, je ne suis pas sûr, parce qu'il a 2 prénoms, qui travaille beaucoup sur la péridance vers Lyon. Et donc, cette personne-là, j'ai un ergothérapeute qui m'aide pour gérer la planification parce que j'y arrivais pas et donc je me retrouvais voilà, par exemple c'est ce matin que j'ai regardé où fallait que j'aille cet après-midi, enfin ce midi, voilà le genre de choses qui m'arrivent tous les jours. Donc ce travail sur la remédiation cognitive, ça peut être les sensorialités aussi, ça peut être le sommeil, la qualité de vie globale de la personne, l'anxiété, de savoir mieux. Moi, ce que ça m'a aidé aussi dans le diagnostic, et je ne sais pas si l'autre intervenant autiste pourra le dire, mais moi, ça m'a aidé aussi à poser des limites aussi. Par exemple, j'essaye de faire... Alors, là, ça n'a pas marché parce que j'ai le problème de planification, mais au moins une conférence ou 2 maximum par semaine et très peu d'intervention, d'accepter aussi mes limites. Donc parce que voilà. Et puis l'organisation dont je parlais, l'autonomie, parce que l'autonomie c'est très important.
Donc, par exemple, j'essaye de structurer mon lieu de vie, à la matière, peut-être pas de teach, mais enfin à ma manière, pour justement m'y retrouver et pour que ça soit facilité. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est vrai qu'on peut finalement réappliquer ce qu'on voit ailleurs. Je ne veux pas dire que c'est de la structuration teach, je ne fais pas une fonction, un lieu, enfin je n'en suis pas là quand même, mais ça va m'aider aussi à être beaucoup plus organisé, à avoir beaucoup moins de distractibilité au sein de mon travail et du coup de pouvoir être beaucoup plus fonctionnel. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a apporté. Alors en quoi ça a changé ma vie? Finalement, le diagnostic, avant le diagnostic, j'avais quasiment pas travaillé. Depuis, je commence à travailler, donc en tant qu'intervenant, formateur. Alors le deuxième, c'était une pomme parce que j'ai appris à éplucher des pommes à 35 ans. Mais ça peut paraître ridicule, mais aujourd'hui, il y a un an, j'ai appris à faire ma première soupe. Et pour vous dire, ça a l'air ridicule, mais ça veut dire que l'autonomie aussi, elle ne s'arrête pas à l'âge adulte. Et on ne devrait pas non plus acter que la personne qui va en femme, ça y est, c'est fini, on arrête toutes les prises en charge et on fait le deuil de tous les apprentissages parce qu'elle a 18 ans. On le voit. Donc voilà, alors vous allez me dire, oui, c'est facile avec vous, peut-être que c'est plus facile avec moi, je ne dis pas le contraire, mais voilà. Et globalement, ça a amélioré ma qualité de vie. Donc, quelle recherche pour le futur? Alors, ce que je voudrais dire aussi sur les recherches, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'est vrai en termes assez élogieux, et c'est vrai que ça a beaucoup apporté à l'autisme, c'est que les recherches suivent aussi une mode. Et là, j'ai pris un cas, alors malheureusement, si c'est retransmis, j'aurai peut-être des récriminations, mais par exemple, aujourd'hui, les femmes autistes, c'est quelque chose qui occupe la recherche dans l'autisme. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, comme le microbiote. Le microbiote, c'est très bien. Mais il y a 30 ans, j'avais écouté une professionnelle de Grenoble. Elle disait qu'elle travaillait depuis 20 ans sur le microbiote. Elle disait, il y a 30 ans, il y avait une étude par an. Aujourd'hui, il y en a peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas le compter, je n'ai pas donné un chiffre. Mais là, on voit tout de suite que l'autisme chez les femmes, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Vous en parliez tout à l'heure, un sexe ratio de 1 à 4, et même, je dirais qu'on avait tendance à ne pas poser de diagnostic, et à tort. Mais aujourd'hui, par exemple, ça a explosé. La science n'est pas neutre, et je lisais un livre qui s'appelle « Sapiens », et il disait très bien, si on a 1 million, selon l'objectif politique, on va mettre 1 million, peut-être dans du diagnostic in utero, si on veut un jour, je suis désolé, avoir une dérive eugéniste, ou on va mettre 1 million dans une qualité de vie, ou on va mettre 1 million dans... voilà, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et si on devait donner 1 million entre, je ne sais pas, aider mentalement une personne, ou peut-être, je ne sais pas, pouvoir permettre... quelque chose qui va rapporter, c'est sûr qu'on va mettre sur ce qui va rapporter, c'est logique. Donc la science n'est pas neutre. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, puisqu'on en parlait, c'est des recherches aussi sur tout le spectre. Et tout le spectre, c'est-à-dire pas seulement les personnes comme moi. Alors vous allez dire, disons que... Mais c'est vrai. Pourquoi aujourd'hui on ne prend plus les plus sévères, entre guillemets? Par exemple, si on doit passer une IRM, qu'est-ce qui est le plus facile? Me faire passer une IRM ou faire passer une IRM à un gamin autiste qui va taper dans tous les sens, etc. Forcément, on va prendre des personnes autistes, mais est-ce que tout ça est transposable aux enfants que vous avez en établissement? C'est la grande question. Et ça, je pense qu'il faut arrêter de vouloir toujours travailler sur... Parce que c'est vrai que du coup, la méthodologie est plus simple. On est d'accord, passer une IRM à une personne qui est capable de comprendre des consignes, qui est capable de s'allonger, qui est capable de pas bouger ou bouger à la demande, c'est sûr. Mais du coup, ça va être compliqué. Donc du coup, moi, je pense que ça serait intéressant aussi que les recherches ne se concentrent pas seulement, et c'est peut-être l'effet, entre guillemets, pervers du DSM-5, c'est que du coup, on a pris toujours les personnes, puisque maintenant il n'y a plus de catégories. En fait, au DSM-4, il y avait des catégories, il y avait autisme typique. Bon, après, il y avait des catégories bizarres, genre les TED non spécifiés, on mettait n'importe quoi dedans. Bon, c'était pas forcément le Graal, mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on avait des études sur des catégories. Et du coup, aujourd'hui, on a des études qui vont prendre plutôt des personnes qui sont aisées
à manipuler, par exemple, à mettre ce qu'on a vu, par exemple un chapeau là, pour un électro à une personne autiste sévère, c'est pas toujours évident, hein. Il risque de le casser, il risque de le jeter, et c'est vrai que ça, du coup, on va privilégier un public qui est plus simple. Un autre exemple que je voudrais voir, c'est la communication alternative augmentée. Il y a quelque chose là-haut, c'est El Picto. Et c'est vrai que c'est pareil, on ne travaille pas assez finalement moi je trouve, sur la recherche appliquée qui va fondamentalement changer le quotidien des personnes autistes, et notamment cette communication qui doit être de plus en plus travaillée. Aujourd'hui, vous avez parlé de PECS, et c'est très bien, mais PECS aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est vieux. Alors ça, ses avantages, c'est une méthode, on suit, c'est très porté comportemental. Alors je ne vais pas dire du mal de comportemental alors que moi je suis ABA, mais aujourd'hui, ça serait bien d'aller aussi vers les communications qui sont plus robustes, où il y a beaucoup plus de choses. Il y a une structure syntaxique complète, où on va pouvoir travailler d'autres choses et avoir aussi plus de choses à proposer. Hein ? Et du coup, je dirais la recherche, ce qu'elle m'a apporté, et ce qui est intéressant et sur laquelle je trouve, c'est que le fonctionnement des personnes autistes, et on va prendre par exemple, je vais prendre un exemple, un enfant qui fuit en taxi, par exemple, on pourrait, à partir de son fonctionnement, déjà travailler une analyse, pourquoi il se comporte comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on a changé de chemin, hein ? Ceux qui connaissent un peu l'autisme, il suffit de changer de chemin à un enfant autiste, et là vous avez souvent un problème. Mais est-ce que c'est pas, par exemple, les sensorialités, hein ? C'est-à-dire, le taxi, vous le sentez pas, mais le taxi a fumé avant dans la pièce, et c'est insupportable pour lui. Donc c'est vrai que tout ça, ce fonctionnement qu'on travaille, n'est pas non plus déconnecté du comportement, et pour nous et pour vous, de l'intervention. Hein ? Si on voit ça, on va pouvoir essayer d'analyser et aller vers de l'intervention. Le fonctionnement va nous aider. Et ça, en tout cas, c'est vrai que la recherche nous a beaucoup apporté sur ça. Hein, notamment, la théorie de l'esprit, les fonctions exécutives, tout ça, ça va nous permettre de mieux comprendre. Et la cohérence centrale va nous aider aussi à comprendre que la pensée en détail va nous obliger à généraliser, par exemple, les apprentissages. Voilà. Et puis un dernier point, c'est le vieillissement dans l'autisme, hein, que je trouvais qui était intéressant à travailler, hein, moi ce que j'aimerais. Il y a beaucoup de personnes autistes qui vieillissent, et comme d'habitude, hein, comme vous disiez tout à l'heure, on y pense une fois qu'ils sont arrivés à l'âge d'être vieux. Alors que par exemple, là j'ai repris les études, et par exemple je dis moins de comportement auto-agressif. Mais est-ce que je compare vraiment les mêmes populations ? J'en sais rien. Je compare des gens de 50 ans, je compare des gens de 40 ans, mais malheureusement, la seule étude qui pourrait, c'est une étude en cohorte où on voit s'il y a vraiment moins de comportements agressifs pour la personne. Il faudrait la commencer maintenant et voir dans 20 ans, dans 30 ans, s'il y a moins de comportements agressifs. Parce que si ça se trouve, je compare des gens de 50 ans, mais les personnes, entre guillemets, les plus sévères ne font déjà plus partie de l'échantillon. On a parlé d'espérance de vie, c'est une réalité aussi, ça. Donc vous voyez, ça c'est aussi important, et ça va demander des moyens énormes pour vérifier que 20 ans à qui on peut demander un crédit pour avoir 20 ans d'analyse. Et ça, c'est ce que je disais au début, hein, malheureusement, c'est compliqué. Alors, les points de vigilance, hein, mais j'ai pas fini les critiques en fait, non, je plaisante. La participation des personnes autistes et des parents à la recherche. C'est vrai Madame Bonneaubriand en a beaucoup parlé, hein. Mais l'exemple des sensorialités, l'exemple des choses comme ça, c'est des témoignages de personnes autistes qui nous ont guidés, hein, vers cette sensorialité, vers ces troubles sensoriels dont on pouvait percevoir sans doute les effets, mais qu'on n'avait pas forcément. Tout à l'heure, M. Rouillet disait que les groupes d'habilité sociale lui avaient permis d'avoir des émotions verbalisées. C'est important aussi, ça. Les parents aussi doivent être le moteur des recherches. Pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi eux. Avant tout, la recherche, c'est aussi pour eux. Alors pour les personnes autistes en premier, mais aussi pour les familles, pour le bien-être de la famille. Ça devrait être la première raison des recherches. Hein.
aussi une meilleure participation globale, mais pas que sur le papier. Je voulais dire, moi je participe des fois à des commissions, j'ai vraiment l'impression d'être la caution. On a parlé d'un à une personne autiste pour dire, voilà. Et à mon sens aussi, alors je critique pas le COS, mais moi-même, comment je dois me positionner par rapport au COS? Qu'est-ce que je peux apporter? Aujourd'hui, je ne sais pas encore tout à fait ce que je peux apporter au COS. Et je pense que d'autres personnes autistes comme moi, dans plein de causes, ne savent pas du tout ce qu'elles peuvent apporter. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel est mon rôle? Donc c'est aussi à moi et aux autres personnes autistes de se poser cette question-là. Et puis, c'est ça que je voulais dire. Un manque... Alors normalement, ça descend, mais rien ne marche. Bon, il n'y a pas d'animation. Un manque de fluidité entre les recherches vers les structures médico-sociales et les médecins. C'est-à-dire qu'on a beau faire des recherches, alors vous nous avez montré plein de recherches qui sont très intéressantes, et j'ai vraiment apprécié votre intervention, je ne veux vraiment pas... Mais combien de temps entre la recherche et l'arrivée en établissement? Et cette fluidité, est-ce qu'on ne peut pas la réduire? Enfin, augmenter la fluidité? Je suis désolé, j'ai mis les structures, on n'applique toujours pas vraiment les recours HAS en 2012. Moi, j'ai participé à comme je suis intervenant, j'ai participé à un projet pour un enfant et on m'a encore accusé de dressage. On en est encore là, dans un IME local. Alors, pas du tout ici, mais pas du tout de l'ordre de Malte. Je ne veux pas du tout vous crier. Non, mais je vous le dis, je ne donnerai pas le nom de l'association gestionnaire. Mais je ne donnerai pas le nom de l'association gestionnaire, mais peu importe. Et c'est pas que cette... Et je sais que tout le monde... Enfin, je sais que... Vous savez qu'il y en a plein qui ne respectent pas aujourd'hui les recommandations HAS de 2012, 9 ans après. On ne peut donc pas demander à des gens qui étaient d'ailleurs fondés sur des études 10 ans avant. C'est-à-dire qu'on a encore un délai de 19 ans entre les études et l'arrivée sur le terrain. Il y a aussi le problème de la formation. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un gros problème. Il y a un turnover énorme. Et du coup, même quand ça arrive... On n'a pas toujours la formation adéquate et on va faire du PECS en pensant que le PECS s'est transformé, le picto c'est le langage des autistes, on met des pictos un peu partout, c'est très bien. On n'a rien fait comme mais c'est très bien. Voilà. Et puis, voilà, des diagnostics retardés, encore psychanalytiques. Je sais que, heureusement, ça commence à s'arrêter, mais ça arrive encore. Voilà, et puis de la surmédicamentation de personnes après les passages en HP. Par exemple, on parlait d'inclusion, mais pourquoi en HP, en hôpital, il n'y a toujours pas d'échelle non verbale alors qu'elles existent? Tous les services d'urgence devraient être équipés. Alors moi, je dis, ça coûte, j'ai presque envie de leur emmener, ça coûte une feuille plastifiée. Il existe les échelles, il y a le SDDA de Gérard Saravagne, il y a le GDDI, il y en a plein, il y a San Salvador, il y en a plein. Il suffit de plastifier une feuille, on leur donne un stylo feutre qu'ils peuvent effacer. Pourquoi il n'y a pas ça dans toutes les structures de type hospitalière, bien sûr? Pourquoi il n'y a pas ça? Alors que ça ne coûte rien. Voilà, je ne sais pas. Et du coup, par exemple, je parlais de surmédication, mais c'est pareil. On a souvent des personnes sévères, souvent, on ne sait pas comment les gérer parce qu'elles ont des comportements hétérogressifs. Elles font un séjour en HP, un nouveau médicament, ça repart, ça ne change rien, pas d'analyse fonctionnelle, on recommence, deuxième médicament. Et je sais qu'il y avait une étude menée par le CRA de Tours justement là-dessus. Et du coup, et personne ne veut sevrer parce qu'on a tellement peur qu'en sevrant, ça décompense. Donc du coup, voilà ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc je dirais que à la fois, il y a vraiment des choses qui ont changé, et j'ai pas envie vraiment d'avoir l'impression, et je vais finir quand même sur une note optimiste, que vous ne disiez plus de peut revenir, mais oui, il y a des choses qui ont changé, mais à la fois cet existant, il est présent, et on ne doit pas non plus le balayer derrière des fois d'autosatisfaction. Je ne parle pas de vous, je parle par exemple, souvent j'entends Madame Cluzel qui est très contente de ce qu'elle fait. C'est peut-être vrai, mais ça n'empêche pas qu'il y a ça. Et ça, on ne peut pas le nier, et c'est de la qualité de vie, du mal-être pour des personnes autistes qui se retrouvent... Moi, j'ai une personne autiste qui était en femme, elle avait une dizaine de molécules, et elle arrivait toujours à frapper. Donc voilà. Donc voilà. Quand je voyais qu'elle prenait encore de la mélatonine pour dormir avec ses 10 molécules, j'étais...
Donc voilà, bon là j'exagère, je vais aller vite, hein. Mais par exemple, il y a eu une étude du CRA, voilà, top 10 des activités, temps mort, la première activité, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, donc vous pouvez vous attaquer au CRA Nord-Pas-de-Calais, hein, qui est d'ailleurs psychanalytique. Temps mort, activité libre passive. Hein, voilà. Et ça, et plus la déficience intellectuelle est sévère, et plus le temps mort va monter, parce qu'on ne sait pas comment occuper ces personnes. Et je comprends. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Donc, mais malgré tout, j'ai fini quand même sur une note positive. Hein. Des raisons d'être optimiste. Hein. Comme je disais, les recommandations HAS adultes montrent une réelle volonté d'impliquer la personne autiste. Et on voit quand même de l'autoreprésentation avec tout ce qu'elle peut comporter, comme je vous dis des fois, de caution, de publicité, mais quand même, l'ONU, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, la France est passée devant l'ONU qui pousse la France à changer ses manières d'institutionnaliser, de travailler beaucoup plus avec les personnes autistes sur une réelle autodétermination, sur une participation sociale. On a vu tout à l'heure avec Mme Bonnet-Brio des articles qui paraissent quand même sur la participation sociale, des nouvelles solutions comme les habitats inclusifs. Alors évidemment, les habitats inclusifs, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est bien qu'il y ait ça. Par contre, le problème, c'est que c'est des petites unités, qu'aujourd'hui on arrive avec des moyens, et je pense que si vous êtes en IME, alors je crois que ça s'appelle DAM ici, ben, il y a beaucoup d'amendements crotons et pas beaucoup de place. La suivante. Et on pense enfin à ouvrir des structures. Bah oui, mais encore une fois, on se retrouve le dos au mur. Voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des nouvelles solutions qui émergent, à la fois d'un militantisme, hein, parce qu'il y a quand même des parents, des personnes autistes qui sont militantes pour ces habitats inclusifs, pour un peu désinstitutionnaliser, pas au sens d'être contre l'institution, mais de proposer d'autres solutions. Hein, j'ai des parents qui veulent juste, par exemple, ne pas avoir d'internat le soir. Mais c'est très dur à trouver ce genre de solution à 30 ans. Enfin, un discours qui est quand même plus tourné vers l'inclusion. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit pour Mme Cluzel, mais au moins, on entend beaucoup plus parler d'inclusion. Après, dans les faits... Hein. Et puis, il y a les UEMA, c'est-à-dire que pour la génération future, hein, les UEA, les UEMA, les DAR, c'est-à-dire le dispositif d'autorégulation, il y a beaucoup de dispositifs qui restent quand même en partie ségrégatifs, dans le sens où il y a encore, c'est quand même des filières encore spécifiques, mais quand même, il y a des raisons de se dire, bon voilà, il y a quand même aujourd'hui des personnes autistes qui n'auraient pas été scolarisées avant la loi 2005, qu'ils sont. Et à l'inverse, il ne faut pas que ça soit non plus des effets pervers de personnes à qui finalement auraient été scolarisées convenablement et qui aujourd'hui pâtissent un peu de l'hypernormalisation scolaire. Hein. Donc voilà. Donc, en conclusion, hein, moi, même si c'est peut-être que mon speech m'a pas dit, mais la recherche a apporté beaucoup de choses. Et je n'ai pas envie non plus de casser cette recherche qui a apporté beaucoup de choses. Hein, aussi bien sur l'identification que sur la prise en charge. La recherche n'est pas neutre, évolue, et même si on parlait tout à l'heure d'entité clinique, hein, je pense, j'ai regardé dernièrement Laurent Motron en anglais, par exemple, lui, il plaide pour un diagnostic étiologique, ce qui n'est pas non plus idiot, hein, donc un diagnostic d'un côté syndromique, hein, donc comme disait Madame Bonnet-Brio, pour des personnes qui vont être plus orientées vers un syndrome comme comme le Shank, etc. Et d'autres qui vont être plus prototypiques. Donc pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans 20 ans, l'entité autisme, elle sera la même. Et il est important que les personnes autistes, les parents soient au centre de la recherche et surtout, finalement, le bien-être soit au centre de la recherche. Et vraiment fluidifier pour moi la recherche, le lien recherche-accompagnement, et même médical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les médecins, ils ont encore du mal à comprendre l'autisme. Les médecins, je ne parle pas des psychiatres, hein, je mets des médecins généralistes. Aujourd'hui, voilà, il va grandir, des enfants qui ne parlent pas à 3 ans, il faut encore on dit encore aux mères, il va grandir, il va changer, vous êtes trop pressés, chacun son cheminement. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a des outils qui existent, par exemple le MChat, soi-disant, il devrait être passé, mais ça reste quand même encore dommage que ça ne soit pas... Du coup, ça fait retard de diagnostic et on sait... Et ça, Mme Bonnet-Brio pourra vous donner des études, que plus l'intervention est précoce, plus les perspectives sont meilleures, dans tous les cas, avec
ce qu'on disait sur la variabilité, on voit des personnes qui ont un fonctionnement très particulier enfant, que deux personnes, il y en a un qui va devenir, c'est pas qui va devenir, mais qui sera sans déficience intellectuelle et avec communicant, et un qui sera non-verbal et avec une déficience intellectuelle. Ça, on peut pas le prévoir à 8 mois ou à 12 mois. Mais par contre, on peut déjà voir les signes qui sont quand même évidents. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis j'espère que j'ai pas été trop négatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va peut-être... Sinon... Non, mais ce qui est certain, c'est que merci infiniment, parce que ça nous a éclairé sur la façon dont vous voyez les choses, qui est extrêmement intéressante, même s'il est parfois, comme vous le dites vous-même, très pessimiste. Mais voilà. L'existant l'est parfois aussi. Hein. Mais tout à fait. Mais on a bien vu dans votre exposé que la recherche, finalement, c'est ce qui va irriguer les accompagnements et c'est ce qui va nous permettre d'avancer pour améliorer la qualité de vie. Parce que c'est ça, finalement, la qualité de vie des personnes et des familles. Alors moi, je voulais juste revenir sur l'étude que vous avez montrée un tout petit peu, là, du CRA du Nord. C'était quelque chose qui avait été fait au cours d'un congrès de la RAPI à Tournai. Donc c'est... Pardon. Il se trouve que ça a été présenté lors du congrès de l'ARAPI à Tournai, en Belgique, et c'était Eric Ouillet qui avait été à l'origine de ça. Et on nous avait interrogé, nous tous les participants, sur comment on imaginait la vie d'une personne dans un établissement. Et finalement, et puis eux, ils avaient fait une étude sur des femmes du Nord, de la France et de la Belgique, qui étaient très proches. Et finalement, nous, on n'imaginait pas qu'il y avait autant de temps mort. On s'imaginait que nos enfants, ils avaient beaucoup plus d'activités que celle-là. Et finalement, en regardant de près, quand on voit bien le déroulé d'une journée, oui, les temps morts, et on sait bien que les temps morts, c'est ce qui provoque des troubles du comportement. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Et vraiment, moi, ça apporte de l'eau à mon moulin. Après, ce que je pense, c'est que même quand on fait, par exemple, une activité course, si on fixe des objectifs, je ne sais pas, moi, ça peut être aller chercher l'attente, travailler l'attente. Si on fixe des objectifs, c'est pas mauvais. Je veux dire, on peut aller à Carrefour et faire plein d'objectifs ou aller faire l'atelier pâtisserie ou l'atelier même nos élèves. Le problème, c'est que souvent, ça manque un petit peu d'objectifs. On a des ateliers et on part pas de l'objectif pour aller vers l'atelier. C'est ce que je peux regretter des fois dans les accompagnements. Bon, j'arrête sur les regrets. Non, mais on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Donc, puisque vous êtes intervenu déjà lors de nos formations pour les aidants familiaux. Et donc, voilà, professeur Bonnet-Brio. Oui, moi je voulais juste, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà vous remercier pour votre présentation, que j'ai trouvé très claire, très juste. Et vraiment très intéressante. Je voulais du coup vous renvoyer la question, parce que moi je peux vous dire que souvent on a l'impression aussi que nous, quand on propose même des protocoles de recherche aux familles, qu'il faut convaincre, vous voyez, qu'il faut convaincre. Alors quand on travaille aussi avec les établissements, on a une très belle expérience tous ensemble pendant le confinement, mais ça a été finalement quelque chose d'un peu particulier, mais qui nous a permis vraiment, où il y a eu ce temps un peu suspendu, on a travaillé ensemble et on l'a bien fait. Mais en même temps, c'est vrai que participer à un protocole de recherche, emmener son enfant, avoir finalement aussi remplir des questionnaires, c'est pas si simple que ça. Et nous, je peux vous dire que on se demande nous aussi comment faire pour convaincre les familles, donc ou les personnes comme vous justement de participer au protocole. Donc comment on pourrait faire, comment vous pourriez nous aider aussi, comment on peut travailler ensemble Peut-être que si les familles ou les personnes étaient en amont de l'étude, ça serait déjà beaucoup plus clair. C'est vrai que moi je participe parce que je participe facilement quand c'est les familles que je connais participent facilement quand c'est des hétéro-questionnaires sur Internet. Et c'est pour ça. Et ce qui est dommage, c'est que il manque la clinique. Voilà, c'est-à-dire que surtout pour des personnes autistes, il n'y a pas forcément cet insight, ce recul sur ce qu'elles vivent, et elles ne sont pas forcément capables de dire voilà, si je devais évaluer ma qualité de vie, j'en serais incapable, et je ne peux même pas vous dire, selon mon moment, etc. Donc je pense que c'est intéressant, effectivement, que si on place en amont
les familles, et je ne sais pas si vous serez d'accord, mais si déjà dès le départ on est sur des familles, elles comprennent l'intérêt de la recherche, parce que peut-être qu'aussi je vois les familles, des fois en tout cas sur Internet, semblent en avoir marre d'être sollicitées, alors notamment par ces questionnaires, on en a marre d'être sollicitées et de ne pas savoir en fait à quoi elles servent dans ces questionnaires finalement, et à quoi ça va changer, parce que finalement ce qu'elles veulent c'est comprendre qu'est-ce que ça va changer pour elles. On va avoir plus facilement des personnes autistes, des familles qui vont participer par exemple sur leur demande à cariotype, etc. parce qu'elles se disent ça peut toujours me servir pour le frère, pour la sœur, pour savoir si je risque d'avoir un autre enfant autiste, hein, c'est normal de se poser cette question-là. Et du coup, mais beaucoup moins c'est sûr sur des sujets qui sont encore flous pour elles et dont elles ne comprennent pas forcément la conséquence, je pense. Si je peux ajouter quelque chose, puisque moi j'ai failli participer à un programme de recherche, au programme Tango avec mon fils, il faut aussi convaincre la personne, parce que ce sont des adultes et qu'ils n'ont pas forcément toujours envie de participer à un programme. Nous, on a manqué de chance. Après, il n'y avait plus d'IRM. Enfin, il y avait eu un peu de problème. On avait réussi à ce qu'il soit convaincu. Mais il faut aussi que la personne ait son pouvoir d'agir et qu'elle puisse, quand c'est des programmes comme ça qui peuvent être un petit peu intrusifs quand même, il faut quand même qu'on les écoute. Il n'y a pas que nous, la famille, qui est concernée. Nous, on peut être convaincus, mais il faut aussi que le travail se fasse avec la personne elle-même. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Même si on a pris du temps sur la table ronde, c'est très intéressant et je pense que c'était passionnant de vous écouter. C'est gentil, merci beaucoup, madame. Ah oui, j'ai jamais vous entendre. On m'entend pas, oui. Donc, on va essayer on va faire une mini table ronde